Bonjour tout le monde, ici Lucas. Euh, donc aujourd'hui je voulais parler un peu de mon cheminement en tant que générateur. Je suis un générateur à autorité sacrale, donc non émotionnel. Et voilà, je vais vous parler un petit peu de toutes ces années, et de comment est-ce que j'ai vécu comment j'ai trouvé ma place en tant que générateur, qu'est-ce que ça veut dire d'être un générateur, comment, euh, dans mon cas particulier, est-ce que j'ai vécu cette transition entre être, je dirais, normal, opérer normalement comme tout le monde, et puis vraiment changer cette façon de prendre mes décisions et de, même, je dirais, d'être dans ma vie en général, euh, grâce à cette connaissance que je suis un générateur et que j'ai une façon différente d'opérer, quoi. Une façon qui amène cette satisfaction. Euh, donc tout d'abord, avant le design humain, j'ai toujours été quelqu'un d'assez étrange. Euh, J'étais pas très... je dirais que j'étais sociable, mais comme j'étais bizarre, j'étais pas très à l'aise dans les groupes. C'est-à-dire, souvent, je sais pas, j'avais cette énergie qui dérangeait d'autres personnes. à Toutes ces dynamiques de groupe, de trucs sociaux, c'est pas quelque chose que je comprenais vraiment. Et même maintenant, c'est pas trop mon truc. Et le truc, c'est que avant le design humain, c'est quelque chose qui me faisait du mal, quoi. C'est quelque chose je me sentais vraiment pas bien à cause de ça. Et, euh, et donc pas à ma place. Et j'avais peut-être 15-16 ans, j'ai commencé à lire un livre de Eckhart Tolle qui s'appelle Le pouvoir du moment présent. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. J'ai vraiment été fasciné par ça. Qu'est-ce que ça veut dire d'être dans cet espace, d'être présent et tout ça. Et en même temps, j'ai découvert que pour moi, c'était pas assez. Parce que j'avais beau être présent, j'avais toujours ces moments où j'avais cette douleur sociale, je dirais. Ces moments où socialement, il y a des choses qui se passaient avec d'autres personnes qui étaient tellement désagréables et je sentais qu'il y avait un problème que je ne savais pas encore comment régler et que juste être présent, c'était pas suffisant, quoi. Et donc, je sais pas si j'avais déjà rencontré le design humain à ce moment-là, mais en tout cas, je sais qu'après ça, j'ai commencé à m'intéresser au design humain, que j'ai découvert grâce à ma maman. Et voilà, j'étais fasciné, j'ai commencé à lire beaucoup de trucs et tout. Et puis j'ai commencé à dire, ok, maintenant j'essaye de vraiment être comme un générateur. Qu'est-ce que ça veut dire de répondre? Euh, et donc j'ai été très inspiré par Marianne Winiger, qui est une générateur sacrale aussi, 6-2, qui a beaucoup, qui était avec Ra tout le temps. C'était une amie de Ra qui a amené le design humain au monde. Et elle parle beaucoup de ces sons, quoi, de ces sons que les générateurs font pour répondre. Et c'est des sons qui pour moi n'étaient pas naturels. Je pense que c'est en partie quelque chose de culturel, qu'aux USA, les gens faisaient ces sons naturellement. Et c'est des sons qu'ils utilisent pour répondre aux questions oui et non, donc aux questions fermées. Et c'est des sons comme par exemple qui veut dire oui. Donc par exemple, tu veux manger une glace? Ouais. Donc ça peut être ou ou enfin je sais pas, j'essaie de faire des différents sons, mais c'est ce qui vient naturellement. Ou il y a le hum. Juste le son qui dit non, quoi. Euh, et, et pour moi, je faisais pas ces sons naturellement, à moins que ce soit par exemple une conversation. Donc quelqu'un parle, et j'étais là, genre pour montrer que je suis la conversation. Et donc, ce que j'ai fait, c'est petit à petit m'habituer à faire ces sons, en fait. Donc, ça a été ma méthode. Et une des choses, c'est que j'étais très très motivé à trouver c'est quoi ces sons, trouver ça veut dire quoi de répondre, trouver ça veut dire quoi d'être un générateur, ça veut dire quoi de vivre mon design. Et c'est une motivation qui, je pense, si vous ne l'avez pas, vous n'allez pas réussir à avoir cette satisfaction. Vous n'allez pas réussir à vraiment comprendre c'est quoi cette réponse. Maintenant, je me trompe peut-être que pour certains d'entre vous, c'est très naturel. Vous voyez direct, ah ben oui, ça c'est ma réponse et c'est comme ça. Pour moi, ça n'a pas été le cas. Donc j'ai vraiment dû, je pense que j'étais tellement déconnecté de mon corps
qu'il a fallu beaucoup de temps pour que petit à petit, j'apprenne à sentir ces réponses, quoi. Et donc ces réponses qui sont avec des sons. Donc ça peut être ça peut être bouche fermée, ouverte, ça compte pas. Donc et donc je me forçais à faire ces sons. Enfin, je me forçais. Je dirais, je m'entraînais à faire ces sons. Et ça avait pas l'air naturel, quoi. C'était pas naturel. C'est comme apprendre, par exemple, à rouler à vélo ou apprendre quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui, voilà, c'est pas facile au début, quoi. C'est pas évident, comme, voilà, si vous apprenez, par exemple, à jouer à la guitare ou quelque chose, alors que vous l'avez jamais fait, bah, au départ, c'est bizarre, vous savez pas comment bouger vos doigts, et c'était pareil pour moi avec ces réponses. Mais j'étais motivé à apprendre et je savais que, enfin, j'avais cette, je dirais, cette conviction naturelle que j'allais comprendre qu'est-ce que ça veut dire, quoi. C'est quoi ces réponses? Et donc c'était ce processus, répondre. Et donc je faisais ces sons un peu tout le temps, tout seul. Donc même si on me posait pas de questions, je regardais par exemple quelque chose et j'étais là, et juste je faisais ça tout le temps pour essayer de comprendre, de sentir est-ce qu'il y en a une qui m'a l'air juste et l'autre pas. Donc c'est-à-dire si par exemple je vois un pot de fleurs, je suis là, c'est une réponse qui me dit que j'aime bien ce pot de fleurs. Si je suis là, encore une fois, c'est une réponse qui dit j'aime pas ce pot de fleurs. Donc, c'est tous ces sons primaux, donc non-verbaux, auxquels je me suis habitué, quoi. Et donc, ça a demandé une certaine énergie de ma part pour pouvoir m'habituer à faire tout ça, quoi. Tous ces sons. J'ai demandé aussi beaucoup aux gens de me poser des questions, qui se répondent en oui ou en non. Donc des questions fermées. Donc par exemple, je disais, est-ce que tu peux me demander si j'ai envie de faire ça? Ou est-ce que tu peux me demander si j'aime bien, je sais pas moi, ce t-shirt? Ou n'importe. Et alors les gens, bah, certains, ils étaient d'accord et ils me posaient la question. Et après, j'essayais de sentir, Et voilà, c'était cette démarche un peu gauche d'apprendre c'est quoi ces réponses, quoi. Et petit à petit, avec le temps, je dirais que ça m'a pris peut-être 3 mois, ces réponses sont devenues complètement naturelles, quoi. C'est-à-dire que c'est comme respirer, quoi. J'y pensais plus. Ça venait naturellement et je faisais plus d'efforts pour essayer de faire ces réponses. Et donc, c'est à ce moment-là que je commençais à vraiment sentir cette solidité, que j'ai ces réponses qui sont là et qui sont là pour moi tout le temps, quand j'en ai besoin, quoi. Ça veut pas dire que il y aura toujours une réponse. Par exemple, quelqu'un peut me demander est-ce que tu veux quelque chose et mon sacral dit rien, quoi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pas spécialement déjà. J'ai pas spécialement envie de ça puisque si j'avais vraiment envie, mon sacral aurait fait oui. Donc voilà, c'est ça, ces réponses. J'ai aussi petit à petit appris à attendre. Ça veut dire quoi attendre? Donc me donner vraiment l'espace de voir si quelque chose est correct pour moi. Une chose pour les générateurs, c'est que la stratégie, c'est d'attendre pour répondre. Donc, attendre. Il y a cette chose où on fait un peu rien et on laisse les choses venir à soi. Et c'est une démarche qui n'est pas habituelle, je dirais. C'est pas normal, entre guillemets. On pense que il faut, si on veut quelque chose, il faut aller le chercher. Il faut faire quelque chose pour l'avoir. Et le truc, c'est que je savais pas non plus ce que je voulais, spécialement. Et le truc, c'est qu'on peut aussi vouloir des choses dans notre tête, alors que au final, c'est pas correct pour nous, c'est pas bon pour nous. Donc, vraiment, cette attente, ça nous permet de laisser l'espace à l'univers, au monde autour de nous, de venir vers soi, pour pouvoir y répondre, pour pouvoir vraiment ensuite sentir en soi si on a envie de faire ces choses ou pas. Et donc, voilà, attendre, ça a commencé à faire partie de ma vie. Donc vers 17 ans, j'ai fini l'école, j'avais presque 18 ans. Et puis j'ai commencé des études en psychologie, et j'ai bien aimé. Et puis après, tous les cours ont changé à la moitié de l'année. Et après, j'étais plus du tout motivé parce que c'était plus intéressant, quoi. Et du coup, j'étais là en train d'un peu paniquer. Qu'est-ce que je fais? Je le sens pas vraiment. Et du coup, j'ai demandé à ma mère de me demander. J'ai demandé à ma mère, maman, j'aime pas les cours maintenant, je sens pas vraiment que j'ai envie de le faire. Est-ce que tu peux me demander? Est-ce que tu peux me demander si j'ai envie d'arrêter? Et ma mère m'a demandé,
Et assez vite, et peut-être même tout de suite, mon sacral a répondu que oui, bah pour le moment, j'ai pas envie d'y aller, quoi. Et donc on verra après. Et donc il y a vraiment aussi ce attendre et ne pas savoir. C'est-à-dire que j'étais dans cette situation, je ne savais pas si j'allais continuer ou m'arrêter. Mais je savais juste que pour le moment, j'avais pas l'énergie d'aller étudier, quoi. Donc au final, j'ai vraiment décroché. Je suis allé encore peut-être une fois ou deux. Euh, C'était plus chouette pour voir quelques amis que j'avais là-bas. Mais au final, voilà, c'était plus mon truc, quoi. Et donc, je me suis retrouvé dans cette situation de vide, où je ne savais pas ce que j'allais faire avec ma vie, je ne savais pas ce que j'allais faire avec mon temps, avec mon futur. Et donc, qu'est-ce que je fais? Ben, j'attends pour pouvoir répondre. Et donc, c'est cette situation qui peut être difficile pour le mental surtout, qui se dit, ben, qu'est-ce que je fais, quoi? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui va se passer? Et en même temps, c'était un moment de ma vie qui était très chouette pour moi, parce que j'aimais bien ne rien faire. J'aimais bien... C'est comme si j'avais été tellement pris dans le monde, avec l'école, avec les gens, avec tout ça, et ça m'a donné un peu un espace pour respirer, pour voir, ok, qu'est-ce que moi je sens vraiment. Euh, et donc pour moi, c'était très important d'avoir ce moment de grande pause, qui au final a duré 2 ans et demi. Euh, je dirais que ça a duré peut-être 2 ans, et puis après, la deuxième moitié, enfin la dernière demi-année, ma mère m'a payé un cours pour devenir guide de vivre son design en anglais. Et ben, j'ai commencé à suivre ça. Et voilà, c'est quelque chose, quoi, entre guillemets. C'est quelque chose qui peut avoir une valeur monétaire au final, quoi, où je pourrais m'occuper de moi-même, comment dire, subvenir à mes propres besoins, ce qui était un thème important à ce moment-là, quoi. Et donc, ouais, donc beaucoup de temps sans faire grand-chose. Ça veut pas dire que je faisais rien, genre j'étais juste dans mon lit à ne pas bouger. Non, bah, il y avait quand même la vie. Voilà, je jouais, je faisais un peu de musique. Voilà, je faisais quand même quelques trucs. Mais il y avait vraiment cette grande pause et ce genre d'attente et d'être juste là et d'attendre et de voir ce qui va se passer, quoi. Et vraiment, c'était me lancer avec cette promesse que le design humain fait que, en tant que générateur, si on attend pour répondre, eh ben on va avoir la vie qui est correcte pour soi. Euh,